Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le prix du président de la République du journaliste professionnel attribué à 14 journalistes pour leurs travaux d'excellence. C'était hier à l'occasion de la Journée nationale de la presse. On y revient dans un instant. Dans l'actualité, également l'ouverture ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messaad, des travaux de la première réunion du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest. La Caisse nationale de mutualité agricole multiplie ses efforts afin d'inciter les agriculteurs à assurer leur production, notamment contre les catastrophes naturelles. Un reportage à suivre dans cette édition. Un portrait pour terminer le journal, celui de Nathalie Andry, sculpteur, designer, céramiste, dont les œuvres invitent à la réflexion. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. C'était hier à l'occasion de la Journée nationale de la presse. 14 journalistes de différentes catégories d'expression ont été honorés pour leurs travaux d'excellence sur le thème la préservation de l'environnement, clé de bien-être public et de bonheur social. Retour sur la cérémonie avec Karim Haïfa. Placé cette année sous le thème « La préservation de l'environnement, clé de bien-être public et de bonheur social », le prix institué le 3 mai 2015 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, a été remis aux candidats retenus en présence notamment du ministre de la Communication, Jamal Karouane, de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État et de directeurs de presse, ainsi que de nombreux journalistes. Dans la catégorie télévision, l'entreprise publique de télévision a raflé la mise grâce à 2 de ses journalistes, avec le premier prix décerné à Selma Djillabi pour son reportage « L'environnement, une source et un défi », alors que le deuxième prix a été attribué à Nadia Soltani de la même entreprise pour son reportage intitulé « Le lac de Raya », tandis que le troisième prix, il est revenu à Hassiba Ibn Laiden de la chaîne de télévision privée Chourouk TV pour son reportage « Boumesaoud, le village le plus propre ». Je tiens à remercier notre président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour cette initiative. Bon, j'ai eu le premier prix. Le thème, c'était Al-Bi'a, Tarwatun wa Rihan. J'ai pu traiter 3 volets, un volet écologique, social et économique. C'était pas vraiment facile, mais j'ai pu quand même réaliser ce que j'ai pu réaliser et j'ai eu ce prix. Heureuse d'être honorée parmi les professionnalismes de l'audiovisuel. Et à cette occasion, je remercie Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui encourage toujours les journalistes pour l'intégrité, la compétence et surtout le professionnalisme. Le ministre de la Communication a relevé que le président Bouteflika n'a pas cessé d'affirmer la détermination de l'État à poursuivre les efforts nécessaires de nature à permettre une amélioration des médias et de leur modernisation. Cette cérémonie est un véritable hommage rendu par le chef de l'État à la famille des journalistes. Cela s'est traduit notamment dans son message adressé aux journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, à travers notamment son instruction au gouvernement à l'effet de mettre en place les mécanismes nécessaires pour le renforcement de la pratique journalistique, dont ce prix décerné le 22 octobre de chaque année aux journalistes professionnels de tous bords, une date qui est devenue, depuis 3 ans, Journée nationale de la presse. Le ministère de la Communication a par ailleurs distingué des militants de la cause nationale, à l'instar de Mohamed Hadj Hamou, Mohamed Arab Diou ou encore Ben Asman Fatma, ainsi que des personnalités du monde des médias, alors qu'une distinction spéciale a été attribuée à Ali Habib, de son vrai nom Daniel Huguet, un ami de l'Algérie et de la révolution algérienne. Et à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à la famille de la presse où il exhorte les journalistes algériens à être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie. Le chef de l'État qui s'est incliné à la mémoire des journalistes morts au service de notre noble mission, les martyrs de la glorieuse guerre de libération et la tragédie nationale. Il a aussi réitéré son soutien à la famille de la presse dans l'accomplissement de sa mission.
Dans l'actualité également, l'ouverture ce matin des travaux à huis clos de la première réunion du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de cette réunion officiellement ouverts par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel sont co-présidés par l'Algérie et le Canada et s'étaleront jusqu'à demain mardi. La réunion regroupe des hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le financement du terrorisme. L'occasion de faire le bilan des activités réalisées en vue de renforcer la coopération et les capacités dans les domaines prioritaires du plan de travail de ce groupe. Et à propos de la coprésidence de l'Algérie avec le Canada du groupe de travail Afrique de l'Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, voici la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Nous y voyons à la fois une reconnaissance des efforts consentis dans le cadre du groupe de travail sur le Sahel en faveur du renforcement des capacités des pays de cette région dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, ainsi qu'une responsabilité pour continuer dans cette voie à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest, meurtrie de plus en plus par l'activisme terroriste. L'Algérie, qui partage avec cette région de fortes relations historiques, humaines, culturelles, économiques et surtout une puissante conscience de communauté de destin, ne ménagera aucun effort à cette fin. Je tiens enfin à exprimer notre satisfaction de co-présider ce groupe avec le Canada dans un esprit de continuité et dans une démarche constructive de coopération et de partenariat, caractéristique distinctive de notre coprésidence du groupe Sahel. Élection locale du 23 novembre. Dans la wilaya de Tiaret, l'opération de tirage au sort a commencé sous l'œil vigilant de la haute instance indépendante de surveillance des élections, et ce en présence des représentants des partis politiques. Naïma Haouch. En cette journée automnale, Tiaret vit au rythme des élections locales. La haute instance indépendante de surveillance des élections a assisté au tirage au sort en présence des représentants des partis politiques. C'est une opération ordinaire. Nous avons déjà fait cette opération de tirage au sort pendant les législatives et nous restons sur cette lancée en toute transparence en présence des représentants de partis politiques. Ce tirage au sort concerne les panneaux d'affichage et la numérotation. Les Tiartis sont optimistes et aspirent à un avenir meilleur. Ils attendent des représentants politiques qu'ils soient à la hauteur de leurs aspirations. On souhaite le bien pour notre pays et que le président de l'APC soit honnête. نشوفوا منهم شي صوالح جدد دروك اون بيزوان بليس كو شونس اون بيزوان بزاف صوالح دروك ان شاء الله هذا المير الجديد يديفلوبي لا ولايه ان شاء الله ويزيد يحسنها باش تبان وتزيد تعلى ان شاء الله. هذا ان شاء الله نتفائلوا بخير نصيبوا خير. هذه هي. La wilaya de Tiaret dispose de richesses et de potentialités qui peuvent garantir son développement. La CNMA, Caisse nationale de mutualité agricole, multiplie ses efforts afin d'inciter les agriculteurs à assurer leur production, notamment contre les catastrophes naturelles. De nombreuses exploitations ont été touchées cette année précisément par la grêle et les incendies. Notre équipe s'est déplacée à l'Arba'a pour faire le point de situation. Reportage Hasna Zoubiri. Le taux d'assurance agricole dans la commune de l'Arba'a représente 40% de l'assurance globale de la Caisse nationale de mutualité agricole, soit 5% de progression comparé à l'exercice précédent. Inciter les agriculteurs à souscrire à une assurance agricole n'est pas une chose facile. Pour ce faire, de nombreuses campagnes de sensibilisation ont été lancées par la CNMA au profit des agriculteurs.
Mais il y a toujours des éleveurs qui sont réticents à l'assurance, mais toujours est-il, on fait quand même, à longueur d'année, on fait des journées de sensibilisation et même de prévention envers les éleveurs qui sont assurés, on les oriente, on leur donne, c'est-à-dire on fait, on est non seulement des assureurs, mais on les accompagne dans tout ce qui est prévention pour éviter l'introduction des maladies. L'Algérie n'est pas à l'abri des changements climatiques, ce qui influence considérablement le rendement et la production agricole. Consciente de cette situation, la CNMA veut apporter son aide aux agriculteurs pour qu'ils soient indemnisés contre tous les risques. On a vu par exemple le phénomène de la sécheresse qui s'est installé, qui perdure dans le temps. On a vu aussi le phénomène de la grêle qui a causé des pertes énormes aux agriculteurs. On a vu aussi le phénomène de l'inondation, la tempête au mois de février, mars, avril, qui ont causé aussi des pertes surtout aux serres, d'ailleurs même aux cultures. Donc toutes ces pertes-là fragilisent l'agriculteur. Donc il est dans une situation où il a besoin d'une assurance. Des agriculteurs que nous avons rencontrés à l'Erba en témoignent de l'importance de l'assurance agricole. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait face à des incidents. J'assure contre la mortalité du bétail. D'ailleurs, j'ai vécu une situation pareille et Dieu merci, je n'ai pas eu de problème avec mon assureur. Je fais partie des agriculteurs qui ont été touchés par les incendies de juillet dernier. Alhamdoulilah, j'ai été indemnisé par la CNMA. Je conseille tous les agriculteurs à assurer leur culture. Normalement, les agriculteurs doivent acheter des parts en premier et s'assurer annuellement les bâtiments, le cheptel, les serres, les aléas climatiques, les incendies, parfois la sécheresse. Durant l'exercice 2016-2017, la CNMA a indemnisé plus de 42 milliards de centimes, dont 2 milliards de centimes seulement suite aux incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares agricoles cet été. Les terres agricoles des wilayas de Mostaganem et de Mascara, bientôt irriguées par les eaux de Wedge-Lille, ceci à travers le couloir MAO, Mostaganem et Erzeu et Oran. Hier, le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a annoncé le lancement d'une étude pour exploiter les eaux de l'Oued en irrigation agricole. Farah Hamadesh. Première au niveau national en matière de traitement des eaux usées destinées à l'irrigation, la wilaya de Mascara compte 19 stations de traitement. Leur objectif, traiter 60% des eaux usées destinées à l'irrigation. Mascara est une région agricole par excellence. Ici, l'utilisation des eaux usées traitées a fait ses preuves. Nous souhaitons généraliser cette expérience sur d'autres wilayas à travers le pays. Lors de ma visite, j'ai pu constater l'avancement des projets lancés à Mascara et nous avons aussi lancé les travaux de réalisation d'une adduction de transfert d'eau du barrage de Bouhnefia vers le barrage de Fergoug sur une longueur de 37 km. Des projets d'alimentation en eau potable de différentes communes de Mascara ont été lancés. Nous avons donné le coup d'envoi du remplissage du barrage de Ouattert, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux de 95% pour une capacité de stockage de 7 millions de mètres cubes. Une quantité de cet ouvrage est destinée à alimenter les populations des communes de Ouad l'Abtal, Ain Frah et Sidi Abdel Jabbar en eau potable, 1,5 million de mètres cubes destinés à l'irrigation de 500 hectares du périmètre agricole irrigué de Keshout, extensible à 1000 hectares. Le ministre des Ressources en eau a ordonné l'exploitation des puits pour l'irrigation agricole de la plaine de Gris directement après l'achèvement des travaux du premier tronçon du nouveau périmètre agricole alimenté à partir du barrage de Wizert. Direction Oran, à présent, plus précisément à Intork. Cette ville touristique connaît actuellement plusieurs projets de développement. Objectif, offrir plus de commodités aux habitants comme pour les visiteurs. Commentaire Hassiba Abdallah. À Intork, l'une des destinations touristiques les plus prisées à Oran. Le nombre de visiteurs n'arrête pas d'augmenter chaque année, que les autorités locales ont pensé à lancer plusieurs projets de développement, dont un échangeur comme solution à l'embouteillage que connaît la localité en été. Nous avons beaucoup de circulation.
ne faisant avec la nouvelle route. Nous avons beaucoup de projets de route tels que l'échangeur, la route très importante que nous avons nommée la corniche supérieure pour atténuer la circulation de la route côtière. Aïn Turk a bénéficié de plusieurs projets différents, dont certaines infrastructures de loisirs. Les stades n'étaient pas bien équipés, mais aujourd'hui, on a du gazon, c'est mieux. Parmi les projets, la réalisation de 6 stades de proximité avec le gazon artificiel de 4e génération, une piscine semi-olympique et l'échangeur pour la circulation en saison estivale. De plus, 50 000 arbres vont être plantés pour contribuer à l'embellissement de la ville. Pour sortir Sfisifa de son isolement, ce petit village situé dans la daïra de l'Ahmar à Béchar, qui a bénéficié de multiples projets de développement. Boucha Bouali nous en parle. Le village de Sfisifa dans la daïra de l'Ahmar à Béchar a bénéficié de nombreux projets de développement pour répondre aux préoccupations des populations locales. Le plus important de ces projets est la construction d'un pont reliant Sfisifa à la commune de l'Ahmar. Ce pont est une bénédiction. On a beaucoup souffert lorsqu'il n'existait pas. Et là, même quand le niveau de l'Oued monte, on peut traverser aisément. Ce projet a coûté au trésor public 12 milliards de centimes. Le village de Sfisifa a par ailleurs bénéficié de 50 logements ruraux, d'une salle de soins et d'une annexe communale qui sera bientôt dotée de la fibre optique. En outre, le stade de proximité sera recouvert de pelouses artificielles. L'ensemble des projets est bien accueilli par la population qui souhaite voir sa région se développer davantage. Il est vrai qu'il y a eu pas mal de projets, nous en sommes contents, mais il nous manque beaucoup de choses encore, comme l'éclairage public, Internet. On manque d'électricité, d'éclairage public et d'eau. On a signé une convention avec la wilaya de Béchar pour pouvoir alimenter en électricité toute la daïra de l'Ahmar, y compris Sfisifa. Ce projet et tant d'autres devraient contribuer au développement du village de Sfisifa, qui ne demande qu'à sortir de son isolement. Le port de Mostaganem est l'une des infrastructures les plus importantes de l'ouest algérien, port mixte qui accueille à la fois marchandises et voyageurs. Il a vu son activité augmenter ces 2 dernières années, notamment grâce à l'ouverture de nouvelles lignes maritimes et le développement de l'activité industrielle. Reportage Halim Yaïch. L'activité du port mixte de Mostaganem est actuellement en plein essor. L'infrastructure, qui s'étend sur une superficie de 54 hectares, comprend 2 bassins totalisant 30 hectares. Avec 8 postes à quai, le port peut actuellement accueillir des navires de marchandises allant jusqu'à 160 mètres de long. Le port de Mostaganem offre par ailleurs un accès particulièrement intéressant pour les opérateurs économiques de la région. En ce qui concerne le trafic de différentes marchandises, on est à 654 000 tonnes. Le port de Mostaganem commence à traiter vraiment des billets pour la série de l'opérateur économique Torsiali. En ce qui concerne le premier trimestre, réellement, on était à une augmentation de plus de 12% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2016. On table aussi pour acquérir d'autres opérateurs économiques au point de vue conteneur et le chiffre ne cesse d'augmenter. L'activité maritime de transport de voyageurs a également connu une augmentation significative. Pour l'activité passager durant l'exercice 2017, on tourne aux alentours de 134 000 passagers. En plus de l'augmentation du nombre de passagers, l'activité du port a connu une croissance importante cette année. C'est presque à 15 000 tonnes par navire, c'est la capacité maximum du port de Mostaganem, avec 3 rotations par semaine. Ça va peut-être dépasser l'exercice, la réalisation de l'exercice 2016. Pour accueillir des navires plus importants, un projet de confortement des quais a été lancé en fonds propres. Les études ont été réalisées par le laboratoire d'études maritimes. Une fois achevé, le port permettra d'accueillir des navires allant de 20 à 30 000 tonnes et d'une longueur allant jusqu'à 180 mètres. On compte une augmentation significative, notamment à l'exportation, parce qu'il y aura la réalisation du quai, confortement des quais, avec des profondeurs allant jusqu'à 10 mètres 50. Avec cette profondeur, on va y arriver, on va pouvoir
acquérir des navires de 30 000 tonnes. Et là, ça va réduire le coût de fret par rapport pour les opérateurs du port de Mostaganem. Avec l'augmentation de ses capacités d'accueil, le port de Mostaganem devrait devenir une véritable plaque tournante du trafic passagers et marchandises de l'Ouest algérien. Une opération de relogement d'environ 500 familles résidant dans des habitations précaires des cités El Match et Zefzef 1 et 2 a été lancée ce samedi à Skikda, ce qui a permis la récupération d'un terrain de près de 16 hectares, dont 13 seront exploités dans le cadre de la promotion foncière. Nissalim Ben Saïdi. 500 familles résidant dans des habitations précaires des cités El Match et Zefzafa 1 et 2 à Skikda ont bénéficié de nouveaux logements dans le cadre d'une opération de relogement. Cette opération de 3 jours est la seconde du genre dans la période du mois de septembre dernier qui a touché 2000 familles de ces quartiers faisant partie des plus anciens bidonvilles du chef-lieu de la wilaya. Le relogement des habitants du bidonville Match a permis la récupération d'un terrain de près de 16 hectares, dont 13 seront exploités dans le cadre de la promotion foncière. Le reste sera destiné à la réalisation des infrastructures publiques. L'opération de relogement a mobilisé 120 camions et 20 équipements relevant du secteur des travaux publics en attendant la réalisation de la 3e opération prévue après les élections locales, ciblant les habitants des bidonvilles du lac des Oiseaux, de Bouabez et ceux de la vieille ville qui résident dans des constructions menacées. Nous vivions dans des bidonvilles depuis des années. Dieu merci, nous avons enfin un endroit décent où nos familles peuvent vivre. On n'avait pas d'eau dans le robinet, ni de gaz. J'avais pas de cuisine aussi. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Même ambiance dans la wilaya de Rilizen, où pas moins de 68 familles résidant dans le vieux bâti, dans la commune de Ben Daoud, ont été relogées dans de nouveaux logements sociaux. Ces familles résidaient dans des habitations précaires à Haïmi Loud et Amar Ahmed. Nous avons longtemps souffert, nous vivions dans des bidonvilles, près des ordures et des eaux usées. Nos enfants étaient scolarisés très loin. Nous verrons prochainement l'attribution de 4000 logements publics locatifs avant la fin de l'année en cours. La wilaya de Rilizen a bénéficié d'un programme de plus de 76 000 logements de différents programmes au titre des quinquennats 2010-2014 et 2015-2019. Les autorités locales ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer le déménagement des familles dans de bonnes conditions. Cette opération a mobilisé environ 1200 policiers répartis sur les sites concernés. La 42e session de Le Coco, qui se tient à Vitry-sur-Seine au sud de Paris, a poursuivi ses travaux hier avec en toile de fond l'élargissement de la solidarité avec le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'indépendance et l'autodétermination. La correspondance de Afaf Belhouchet. Pragmatisme, précision et efficacité sont les mots d'ordre des recommandations de la 42e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, qui a fixé ses objectifs et défini les moyens pour déconstruire le discours de l'occupant et gagner les batailles juridiques et médiatiques. Ainsi, un comité de suivi spécialisé sur les thèmes des ressources naturelles verra le jour, de même pour les droits de l'homme et un recours soutenu aux nouveaux moyens de communication pour porter le débat au niveau des sociétés civiles. On a imaginé qu'on devait adopter une nouvelle stratégie, tant de préparation de nos dossiers que de la communication avec les responsables politiques à l'ONU, à New York, à l'ONU, à Genève, au Conseil de l'Europe et particulièrement évidemment aujourd'hui à l'Union européenne, à la Commission, au Conseil. الحركة التضامنية لأنها يعني تشتغل أكثر وخاصة تضع برنامج محدد ورزنامة محددة وحتى تحديد آليات للمتابعة في كل مجال من هذه المجالات. De leur côté, les parlementaires étudient les propositions de leurs confrères algériens de créer un intergroupe au niveau mondial des députés favorables à la cause sahraoui. Si on reste toujours dans un même groupe, on ne peut pas activer, donc on est obligé d'aller vers les autres.
convaincre les autres par cette cause noble et juste. Les violations systématiques des droits de l'homme continuent à être une préoccupation majeure, de même que le sort des prisonniers politiques dont les familles ont témoigné lors de cette conférence et ne cessent de réclamer leur libération. C'est le geste le plus simple, parce que c'est plus compliqué de donner l'indépendance, alors que c'est facile de libérer du jour au lendemain des prisonniers politiques. Or, ça fait 7 ans maintenant que les prisonniers de Gdeim Izik sont en prison. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité, et ça a été confirmé pendant le procès civil qui a eu lieu de décembre 2016 à juillet 2017. Les ONG, pour leur part, interpellent le secrétaire général des Nations Unies pour que cette dernière assume ses responsabilités telles qu'elles sont définies dans les textes onusiens. Simplement parce que le Sahara occidental est le seul territoire non autonome qui n'a pas de puissance administrante. S'il n'y a pas de puissance administrante, les Nations Unies doivent assumer leurs responsabilités sur ce territoire. Donc, ça veut dire l'inclusion du chapitre des droits humains dans le mandat de la MINURSO. Ça veut dire une présence plus forte et active de la part du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Pour rappel, et d'après les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, 700 manifestations ont été organisées en un an, soit 2 par jour, toutes réprimées d'après les observateurs. Le Tour d'Algérie cycliste 2017, le coureur algérien Bengaïou Abdelraouf de l'Atlas Blidéen a remporté hier dimanche la 5e étape courue entre Larouat et Djelfa. Le compte rendu avec Nessima Imloul. Ce n'est plus une surprise de voir les coureurs algériens terminer en tête de course. Et pour cette 5e étape, le représentant de l'Atlas Blidéen, Bengaïou Abdelraouf, qui franchit la ligne d'arrivée de 112 km en 2h45 minutes et 12 secondes devant ses 2 compatriotes Abdelrahman Mansouri du club slovaque et Ismail Lalouchi du GS Pétrolier. Après 25 km de course, la première échappée a été déclenchée par 7 coureurs, dont 5 Algériens, un Syrien et un Marocain qui franchissent le premier sprint de l'étape. Dans les 3 derniers kilomètres de l'étape, l'Algérien Bengaïou de l'Atlas Blidéen a surpris ses coéquipiers d'échappée en allant seul chercher la victoire d'étape à Djelfa et endosse fièrement le maillot orange du coureur le plus combatif de l'étape. Et le Tunisien Ali Nouissri perd son maillot jaune au profit du Marocain Abdallah Hida. La 6e et avant-dernière étape de ce Tour d'Algérie cycliste 2017 est attendue ce lundi entre Djelfa et Msila pour une distance de 131 km. Un portrait pour terminer, celui de Nathalie Andry, sculpteur, designer céramiste. Elle présente un travail conceptuel, des œuvres qui véhiculent des messages et invitent à la réflexion en exposition au Bastion 23 jusqu'au 31 de ce mois. Yazid Ait Mahidine. Nathalie Andris, céramiste belge établie en Algérie, rend hommage aux hommes et aux femmes de Lampedusa. En fait, toute cette tristesse, ces familles déchirées, ces familles rejetées, non aidées, qui ont, au risque, au péril de leur vie, quitté le peu qu'ils avaient, en espérant l'Eldorado, en espérant probablement un minimum au moins du travail, au moins de rester en famille et de vivre plus ou moins dignement. La femme est l'avenir de l'homme. Mais parlons déjà de son présent. Des œuvres émaillées, travaillées et étiquetées 2017. Pendaisons dépersonnalisées, boîtes imbriquées, le palmier araignée, barque marchande, des œuvres témoignant de la condition féminine. Et il y a plein de types de souffrances. Et la pièce que j'ai réalisée ici, qui se trouve ici, c'est une pièce qui s'appelle Créativité. C'est une pièce sur, je vais dire, la douance. La douance, c'est une souffrance. C'est une pièce qui est vraiment très représentative. C'est un peu la limite de la folie, en fait. On peut très vite basculer de la douance vers la folie. Un hymne à la femme, des œuvres artistiques pour dire tout simplement basta à la bêtise et à la violence. Fin de l'édition, merci de nous suivre. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimalad. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi.